Je suis Lansana Gagné Sakho. J'ai fait une formation avec une très grande polyvalence. À la base, je suis un ingénieur en génie électrique, c'est vraiment ça ma formation de base. Après, je me suis beaucoup diversifié dans tout ce qui est management, tout ce qui est secteur privé, tout ce qui est développement en général. La raison, elle est très simple. Moi, je pense fortement que l'Afrique a certes besoin de spécialistes, mais également de personnes polyvalentes, parce que les problèmes de nos pays sont multiples. Voilà, donc ça m'a permis quand même, après, d'avoir l'opportunité de travailler beaucoup à l'international, dans les multinationales principalement, sur près de 30 ans de carrière professionnelle. Je pense que j'ai travaillé 6 ans au Sénégal, et essentiellement dans l'administration publique. Donc j'ai fait un saut très important dans l'administration privée, dans le secteur privé international, et après je suis venu dans l'administration publique, où j'ai travaillé comme directeur général dans d'autres structures dans l'État liées à l'eau et à l'assainissement. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces domaines-là. Moi, je pense fortement que nos pays ont plus besoin de managers, l'administration publique, de personnes qui savent faire travailler les gens, qui savent les motiver, qui savent les pousser pour aller de l'avant. Une grosse erreur qu'on fait très très souvent chez nous en Afrique, c'est pas seulement spécifique au Sénégal, je pense de façon globale. On pense à tort très souvent que le directeur général de la Sénélec doit être un électricien. On pense forcément que quelqu'un qui doit s'occuper d'eau et d'assainissement doit avoir une formation en eau et en assainissement. Et je pense que c'est une très très grosse erreur. Je pense qu'il faut prendre de la polyvalence, comme j'ai dit tout à l'heure. Les problèmes sont multiples, complexes, et on a plus un problème de leadership dans nos pays qu'autre chose. Voilà. Donc c'est globalement ça, Lansana Gagné Sakho. Merci. Monsieur Sakho, quelles ont été les difficultés rencontrées durant votre parcours? Sur le secteur privé, pas grand-chose. Je dois vous dire pas grand-chose, parce que les règles sont assez claires au niveau du secteur privé. Ce que vous avez à faire est connu. Et travailler dans les multinationales, on vous pousse beaucoup plus à l'excellence qu'autre chose. Difficulté, si j'en ai eu, c'est vraiment dans l'administration publique. Je venais d'un secteur, je ne dis pas que le secteur privé est plus structuré que le secteur privé. Vous venez dans un secteur où les règles sont très claires, les codes sont compris par tout le monde, et vous tombez dans un secteur, je ne dis pas désarticulé, où enfin, parfois il y a beaucoup d'irrationnel dans ce qui se fait. Je vous donne simplement un exemple. Dans le secteur privé, quand on vous dit que vous avez un budget de 100, vous avez un budget de 100, vous pouvez travailler sur la base d'un budget de 100. Dans l'administration publique, quand on vous dit que vous avez un budget de 100, ne vous dites jamais que vous avez un budget de 100, vous avez peut-être un budget de 50 ou de 60. Et quand vous venez tomber dans un système comme ça, après c'est difficile, mais il faut s'adapter. L'autre problème majeur que nous avons dans l'administration publique, c'est la gestion des ressources humaines. Dans le secteur privé, une personne qui n'est pas bon, vous l'évaluez, vous êtes capable de le dégager, sans vous poser de questions. Et tout le monde comprend que c'est ça la règle, c'est la règle de la performance. Ça n'est pas forcément le cas dans l'administration publique. Je pense que notre administration publique est très fortement politisée. Et je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on se réagisse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de la compétition. Seuls les meilleurs arrivent à survivre, aussi bien dans le privé que dans le public. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a une grosse bataille aujourd'hui. C'est vraiment une bataille entre deux pays. La zone UEMOA, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a une très grosse bataille de leadership. La différence entre ces deux pays se fera par la qualité des hommes qui seront chargés de prendre les décisions. Et je pense que c'est qu'à ce niveau que quand vous venez du secteur privé, vous allez dans l'administration publique, vous devrez arriver à vous adapter. Et c'est là que se trouvent les difficultés, comme je dis. Là-bas, c'est que les codes ne sont pas forcément les mêmes. Et pourtant, on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut forcément qu'on aille dans une logique de modernisation de notre administration publique si nous voulons arriver à nous en sortir. C'est toute la logique. Quand vous voyez un pays comme le Sénégal, c'est toute la logique de ces agences d'exécution qui ont été créées. L'État a compris, nos États ont compris, ça ne date pas du Sénégal, ça date de très longtemps. Et l'origine de ces agences, c'est l'Angleterre. C'est de dire comment nous devons faire pour adapter les méthodes du secteur privé aux méthodes du secteur public. C'est ça, non,
Comment adapter les méthodes du secteur public au secteur privé pour être performant. Ça, c'est le principe. Mais après, ça a été complètement dévoyé. Et je pense qu'il faudrait que l'on corrige rapidement si nous voulons faire partie des meilleurs. Quelle est votre vision en tant que président du conseil d'administration de l'APIX? Mais la vision en qualité de PCA de l'APIX, c'est accompagner la direction générale de l'APIX pour qu'elle arrive à réaliser ses objectifs. Je pense que l'APIX est un dispositif central au niveau de nos États. Pourquoi l'APIX? Parce que justement, on parle de deux choses quand on parle d'APIX. On parle d'environnement des affaires et on parle de grands travaux. Environnement des affaires, justement, parce que nous sommes dans de grosses compétitions. Un investisseur qui vient en Afrique de l'Ouest, il se pose la question Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'installer dans les deux pays. Ce que nous sommes en train de faire, la Côte d'Ivoire est en train de faire la même chose. Il faut rendre notre pays attractif et redonner confiance aux investisseurs. C'est là où le rôle de l'APIX il est important parce que c'est des batailles à mener, à gagner. Au niveau interne, naturellement, pour conduire la politique du président de la République, mais également prendre le leadership en Afrique de l'Ouest pour les investisseurs. Je pense que ça, c'est le premier point. Donc, environnement des affaires, il faut aller beaucoup plus loin, faire partie des meilleurs. L'APIX a été pionnier dans beaucoup de domaines. Mais les autres ne dorment pas. La Côte d'Ivoire fait un excellent travail, ils font de gros efforts. Le Bénin fait également la même chose sur les grands travaux. Je pense que l'expertise de l'APIX au Sénégal est assez reconnue. C'est pour ça que je pense que l'État tend de plus en plus à leur donner, à leur donner de plus en plus les travaux complexes à faire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les autres font exactement la même chose. Quand vous regardez le dernier classement 2024 en Afrique sur les infrastructures qui a été fait, le Sénégal est 12e en Afrique, mais il est 3e en Afrique de l'Ouest. Il est 3e en Afrique de l'Ouest, derrière le Bénin et la Côte d'Ivoire. Deux choses. Le Bénin la Côte d'Ivoire a une agence qui s'occupe de développer l'environnement des affaires et une autre organisation qu'on appelle le Bénin qui s'occupe uniquement de travaux. Le Bénin a également à peu près exactement la même chose, tandis qu'au Sénégal, nous avons fait le choix de mettre en place l'APIX et de dire, messieurs, vous vous occupez de l'environnement des affaires et des grands travaux. La bonne intelligence, et je pense que c'est bien compris au niveau de l'APIX, c'est de bien balancer pour pouvoir prendre en charge ces deux facteurs. Naturellement, le défi est plus important ici que là-bas. Côte d'Ivoire, Bénin, vous avez des spécialistes. Nous sommes un peu, je vais dire, généralistes parce qu'on est sur deux leviers. Peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus la réflexion. 20 ans après, est-ce que ce modèle doit toujours être pérennisé ou pas? Mais je pense que c'est des réflexions qu'il faut pousser. Mais je pense que l'APIX, c'est un dispositif très, très important pour le développement futur du Sénégal. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se faire également d'illusions. La grosse problématique de notre pays, le Sénégal, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Vous en avez 300 000 qui sortent chaque année et vous en avez à peu près entre 25 et 30 000 qui trouvent du travail dans le secteur productif. Voilà. Et je pense que ça fait partie également des défis, c'est important. Faire venir un investisseur, c'est bon, mais la valeur ajoutée, ça va être combien d'emplois ont été créés. Ce n'est pas essentiellement autre chose. C'est pour ça que je pense que la balance doit être faite. La vision du chef de l'État, elle est claire. C'est la priorité. La première priorité, c'est l'emploi des jeunes. La deuxième priorité, c'est l'emploi des jeunes. La troisième priorité, c'est l'emploi des jeunes. Et régler ce problème, c'est sur la durée que ça va se faire. Ça ne va pas se faire sur 2 et 3 ans. Quel regard portez-vous sur la nomination des jeunes à des postes de responsabilité? Ben, écoute, c'est une excellente chose, c'est une rupture. Les gens en France, on ne s'est jamais posé de questions sur la nomination du Premier ministre actuel. Ça n'a gêné personne. Bardella, il a 29 ans. On est un pays où 70% des jeunes ont moins de 35 ans. Et je pense que ça ne va même pas assez vite. Si on ne fait pas confiance aux jeunes, on ne pourra jamais faire avancer notre pays. Je pense qu'il faut aller plus loin. Certes, l'expérience est importante, mais l'expérience n'exclut pas que l'on doit faire confiance aux jeunes. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est les encadrer. Moi, je pense fortement
que l'Afrique de demain, ce sera l'Afrique qui sera faite par les jeunes. Des gens de ma génération, je pense qu'on n'a pas eu la même chance que les jeunes en termes de formation. Il faut dire, ils sont mieux formés que nous, à mon avis, et ils sont beaucoup plus ouverts au monde. Et je pense qu'il faut mettre autant de jeunes que possible. En plus, ils ont quelque chose à prouver. Moi, mon avenir, il est derrière moi. Alors que les jeunes, ils ont faim, ils ont quelque chose à prouver. On ne se pose pas de questions. Au Rwanda, Kagame, il a mis des jeunes partout et qui sont en train de faire un excellent travail. Je pense que ça ne va pas assez vite, à mon avis, et on devrait en mettre beaucoup plus. Ils sont très, très bien formés. Moi, j'en discute avec certains, on se rend compte de ce talent énorme. Malheureusement, je pense que c'est la psychologie de notre société. On dit toujours « Khalil ». On dit toujours « Khalil ». Vous avez des gens, moi je vois des gens qui sont toujours dans le système politique. Depuis que j'étais au lycée, ils sont toujours là. Il y a un problème par rapport à ça. Et je pense qu'il faut en mettre d'autres, mais les encadrer, les accompagner. Et je pense que c'est ça qui permettra de relever. Et je félicite le président de la République et le Premier ministre pour ces belles initiatives. Il y en a parmi ces jeunes qui vont tomber. Ça, c'est normal, c'est arrivé. Il faut plutôt regarder du bon côté, les aider à se relever et les accompagner. Plutôt. Quel message lanceriez-vous aux Africains qui hésitent d'entreprendre parce qu'ils ont peur d'échouer? Quand on a peur d'échec, on ne doit pas porter un projet. Ça, c'est clair. Quand on a peur de l'échec, on ne doit pas porter de projet. Ce qui est par contre certain, c'est que les possibilités d'échec sur notre continent sont beaucoup plus élevées parce que vous avez beaucoup de facteurs aléatoires. Ça permet également de revenir sur ce que je disais, l'environnement des affaires. Je pense qu'on ne peut rien faire sans la bonne gouvernance. On ne peut rien faire sans un environnement apaisé. On ne peut rien faire sans marché. Ce qu'il faut dire également, je pense qu'il faut reconnaître, on est un continent très pauvre, en réalité. Quand vous voyez que moins de 2% des transactions internationales se font en Afrique, c'est tout à fait normal, c'est parce que le continent est très très pauvre. Le pouvoir d'achat est faible. Naturellement, ça va de pair avec, donc les conditions de réussir un projet sont encore beaucoup plus difficiles. Mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas venir prendre le risque. Personne ne va développer le continent à la place des Africains. Ça, je pense que c'est clair. Donc, il faut prendre le risque de venir. Il faut également, je parle surtout, moi, ceux qui ont des projets qui veulent travailler localement, ceux qui sont là n'ont pas de problème, mais je pense aux gens de la diaspora. C'est important de comprendre que quand vous faites 15 ans, 20 ans en France, aux États-Unis, au Canada, vous voulez venir travailler en Afrique, vous devez vous réadapter. Comme l'expatrié qui vient d'arriver, parce que les conditions de travail sont complètement différentes, parce que les mentalités sont complètement différentes, parce que les approches en termes de business sont complètement différentes. Et c'est pour ça. Mais si vous pensez, comme vous avez dit, échec, ce qui va se passer, vous allez venir 2 ou 3 mois, vous allez repartir. Mais l'Afrique pourrait, je dis bien, pourrait être le continent de l'avenir. Je ne suis pas dans le nihilisme. Il y a beaucoup de difficultés, mais il faudrait que certains fondamentaux de base soient fixés. Et on ne peut pas, ça également je pense que c'est important, on ne peut pas rester fermé entre nous. Ça n'est pas possible. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ouvert, aller sur les marchés internationaux, et ça demande qu'en interne qu'on puisse être soutenu. Quand vous prenez le secteur privé sénégalais, par exemple, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés, beaucoup plus, mais en restant ouverts. Et ça doit se faire à travers des partenariats avec peut-être les autres acteurs qui viennent de l'extérieur. Mais rester fermé n'est pas une solution. Des échanges entre pays pauvres, ça ne peut pas donner grand-chose. Je pense que ce qui a fait la force de la Chine, pour qu'elle devienne l'usine du monde, c'est qu'elle a été ouverte à l'extérieur. Si la Chine était fermée, je pense qu'elle n'en serait pas là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Éthiopie arrive à décoller et est devenue un modèle dans le cadre de la mise en place des zones économiques et sociales, et que l'Éthiopie est aujourd'hui l'usine de la Chine, elle est en train de devenir l'usine de la Chine, c'est qu'elle s'est ouverte également. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait que nos pays, je ne parle pas forcément du Sénégal, travaillent. C'est dans ce sens qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus ouverts.